Un paumé orphelin épouse son ami canon, éveille une compétence cheatée pour la sauver et devient l'assassin le plus fort. L'histoire débute avec Tai qui perd sa famille dans un accident de camion. Cette tragédie change sa vision. Il réalise que la vie peut s'arrêter sans prévenir, ce qui le terrifie. Dès lors, Tai a peur de créer des liens, craignant que ceux qu'il aime ne lui soient arrachés. Mutsumi, son amie d'enfance, ressent aussi la perte. Mais au lieu de s'éloigner, elle reste proche de Tai. Elle le réconforte et promet de ne jamais l'abandonner. Cette promesse devient son pilier. À l'école, Tai reste seul, des camarades l'invitent, il refuse. Frustré, il se demande pourquoi il les évite. Mais voyant son air tendu, il le croit timide et le laisse. Ils ignorent que Tai est content qu'on lui parle, il ne peut juste pas s'ouvrir, bloqué par son chagrin. Après leur départ, Matsumi s'approche de Tai, lui donne à manger et lui rappelle de bien se nourrir. Les camarades les observent, jaloux car beaucoup l'apprécient. Matsumi s'inquiète de l'isolement de Tai, elle lui dit de plus parler, Tai lui rappelle qu'elle a rejeté Tanaka, un senior qui semblait bien. Il se demande pourquoi elle l'a refusé. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter de ses choix, mais de se concentrer sur l'avenir. Alors qu'elle nourrit Tai, le proviseur adjoint Hirokawa mange soudain la nourriture. Matsumi se fâche et lui rappelle sa promesse d'arrêter de grignoter. Hirokawa s'excuse, il n'a pas pu se contrôler, il devait être en voyage, mais a changé ses plans car sa cuisine lui manquait. Après un commentaire étrange sur ses cheveux, il dit à Tai de venir le voir après les cours, ce qui le met mal à l'aise. Après les cours, Tai va au bureau d'Hirokawa, ne comprenant pas pourquoi. Hirokawa révèle un truc dérangeant. Il a secrètement pris plein de photos de Matsumi, disant la surveiller pour la protéger. Il avoue avoir torturé Tanaka pour l'éloigner. Tai réalise qu'Hirokawa est instable et dangereux. Hirokawa menace Tai, insinuant qu'il pourrait le tuer. Tai est terrifié, mais Hirokawa prétend soudain que Matsumi est sa sœur. Avant que ça empire, une fille entre, active un appareil qui inonde la pièce de lumière. Tai perd connaissance et se réveille ailleurs. Matsumi le salue, soulagé, mais Tai panique, entouré d'étrangers. Matsumi le calme et les présente comme ses frères et sœurs. Elle les décrit. Futaba, qui l'a sauvé, Shinzo, arme, Kango, chat, Shion, tech, Nano, expérience, et leur chien Goliath. Matsumi révèle que sa famille est espionne. Tai n'y croit pas, pensant à une blague, jusqu'à ce qu'il prenne une arme de Shinzo, tire accidentellement et réalise que tout est réel. L'espionnage est un job mais dur, les agents du gouvernement sont moins chers, pourtant leur famille a d'excellentes critiques en ligne, surtout grâce à Kyoichiro qui attire facilement l'attention. T réalise que Kyoichiro est Hirokawa. Futaba admet que Kyoichiro, bien qu'imparfait, est l'espion le plus fort. Tai demande pourquoi il a été ciblé. Futaba explique qu'ils ont des infos. Quelqu'un veut tuer Matsumi. Elle révèle que par le passé, les actions de Kyoichiro ont failli la tuer et le stress a blanchi ses cheveux. Coupable, Kyoichiro est devenu obsédé par sa protection, éloignant tout le monde. Tai était le seul autorisé jusqu'aux nouvelles infos. Après ça, Kyoichiro a décidé que Tai devait être éliminé. Une alarme retentit, Kyoichiro attaque. Les frères et sœurs se préparent, utilisent les pièges de Shinzo, mais sont désavantagés. Kyoichiro est bien plus doué. T se sent coupable, mais Futaba lui dit que c'est un problème de famille. Futaba suggère le mariage. Leur famille a une règle stricte, pas de meurtre entre membres. Si Tai épouse Mutsumi avec leur bague, Kyoichiro ne pourra pas le tuer. Le mariage est officiel dès que la moitié de la bague est donnée, mais Mutsumi refuse, Tai n'a pas guéri, Futaba respecte. Le combat continue, Kyoichiro maîtrise tout le monde. Il menace de détruire la maison si Tai n'est pas livré. Futaba attaque mais est retenu. Shion utilise des drones. Kyoichiro les détruit. T s'inquiète mais Matsumi le rassure. Pas de meurtre en famille, personne ne mourra. Elle promet de ne pas partir.
Kyoichiro démasque leur déguisement et confronte Matsumi. Il insiste pour l'isoler, se laissant poignarder pour prouver sa détermination. Matsumi est sur le point d'accepter, mais Tai intervient. Il réalise que Kyoichiro est motivé par la même peur, perdre ce qui compte le plus. Mais Tai sait que Matsumi souffre. Il lui demande de l'épouser, lui rappelant sa promesse. Elle lui jette la bague. Kyoichiro essaie d'arrêter, mais Tai refuse, prend la bague et promet de la protéger. Les frères et sœurs arrivent, célèbrent Tai. Futaba ordonne à Kyoichiro de l'entraîner. Le lendemain, Tai se réveille avec Kyoichiro qui manque de le poignarder. Kyoichiro explique que c'est l'entraînement, les espions doivent rester alertes. Plus tard, Matsumi entend Tai crier, arrive en colère, forçant Kyoichiro à arrêter. La maison explose. Kyoichiro explique qu'une bombe a été placée, ciblant Matsumi. En s'échappant, Kyoichiro révèle la vérité. Matsumi est la 10e chef d'une ancienne famille de ninjas. Sans pouvoir, elle porte le gène qui donne des capacités surhumaines aux futures générations, faisant d'elle une cible majeure. Son rôle, apprendre le monde normal avant de diriger l'Underworld. Attaqué à nouveau, il s'échappe grâce à la voiture blindée de Goliath. Kyoichiro bat les ennemis et rappelle à Tai que le mariage fait de lui un membre de la famille. Il donne une arme à Tai et sa première mission, protéger Mutsumi toute la journée. À l'école, Mutsumi parle joyeusement. Tai marche derrière, surveillant discrètement la classe comme s'il la gardait. Les filles le trouvent bizarre. Des garçons le saluent, mais se figent en voyant son visage sérieux et se demandent ce qui ne va pas. Plus tôt, dans la voiture, Tai fixait l'arme, choqué. Kyoichiro lui dit de ne pas paniquer, que les problèmes peuvent être cachés même si quelqu'un meurt. Mais Matsumi le coupe court et lui dit d'arrêter de plaisanter, ce qui soulage Tai. Elle explique que les armes ne sont pas le vrai danger, les bombes et le poison sont plus courants. Kyoichiro avertit Tai à propos de Tamaya, un poseur de bombes connu pour ses explosifs puissants. Il admet avoir déjà travaillé avec lui. Tai ne comprend pas pourquoi Tamaya le trahirait, mais Kyoichiro explique que ces gens changent de camp facilement. Tamaya est accro aux réseaux sociaux et poste même ses crimes en ligne. Kyoichiro doit sauver des otages et ne sera pas là. Avant de partir, il avertit Tai de rester vigilant. Tamaya a posté que 2 bombes arrivent. Jusqu'à son retour, Tai doit protéger Matsumi coûte que coûte. En classe, Tai regarde nerveusement, cherchant les bombes. Il décide de rester près de Matsumi. Soudain, Tamaya poste. La 2e bombe est prête. Tai panique, reçoit un ballon. Les garçons l'aident, mais Tai aperçoit quelqu'un dehors et court après. Il s'arrête à l'infirmerie, hésite. L'infirmière apparaît et lui demande s'il va bien. Surpris, Tai invente une excuse et part. L'infirmière sourit. Plus tard, Tai voit Tamaya annoncer la dernière bombe. Il pense à la prudence de Matsumi. Elle ne mange jamais la nourriture des autres et évite d'être seule. Les garçons s'excusent et lui donnent du chocolat. Étonnamment, Tai le mange, ils sont choqués, il est d'habitude prudent. Tai se sent mal, il suggère l'infirmerie, mais elle est fermée. Tai s'effondre. Il se réveille, Matsumi est là. Elle explique que l'infirmerie n'est pas dispo. Tai doute de lui, se demandant s'il est assez bien pour elle. Même en danger, elle a toujours été là. Il réalise qu'il n'a jamais pensé à ses sentiments en l'épousant. Mutsumi lui tapote la tête et lui dit qu'elle l'a choisi. Elle le remercie de l'avoir épousé. Tai se sent soulagé jusqu'à ce qu'il remarque une bombe au plafond. Elle explose. Des étudiants entendent le bruit, mais supposent que c'est une expérience scientifique. Ailleurs, Nanao observe l'explosion avec Kango déguisé. Tai et Matsumi survivent. Tai réalise que la bombe était là car c'était le meilleur endroit pour se reposer après l'infirmerie. Alors il comprend, Tamaya utilisait les mouvements de Tai pour suivre Matsumi. Tai trouve la 3e bombe sur lui. Tamaya avait planifié ça pour que Tai reste près d'elle et devienne l'arme. À quelques secondes de la fin, Tai saute pour sauver Matsumi. Kyoichiro le rattrape en plein air et retire la bombe. Il félicite Tai pour sa mission. Kyoichiro dit qu'il rendra la bombe à son propriétaire. Les frères et sœurs apparaissent, révélant qu'ils testaient Tai. Tamaya est capturé et implore la pitié, mais Kyoichiro le jette par la fenêtre alors que la bombe explose. Plus tard, Tai arrive au manoir.
Kyoichiro est agacé, mais Matsumi lui rappelle que la maison de Tai est détruite et qu'ils sont mariés. Kyoichiro avertit Tai de rester vigilant. Cette nuit-là, Tai rêve d'être impuissant pendant que Matsumi est emmené. Il se réveille secoué, il doit devenir plus fort. Il marche accidentellement sur Goliath qui l'attaque. Matsumi soigne ses blessures et explique qu'elle a ordonné à Goliath de protéger Tai de Kyoichiro. Tai a toujours peur du chien. Déterminé, il demande à Futaba de l'entraîner. Elle le jette partout et lui dit d'arrêter de se précipiter. Elle dit que la vraie force prend des années et lui dit qu'il n'a aucun talent. Pourtant, elle voit sa détermination et lui offre un entraînement intense. Vivre au manoir 1 mois. Tai accepte mais déclenche des pièges mortels et survit de justesse. Futaba explique que le manoir est plein de pièges, y survivre fait partie de l'entraînement. Tai réalise qu'il pourrait mourir. Le lendemain, les alarmes explosent. Tai se débat et arrive de justesse au petit déjeuner. Futaba lui rappelle que c'est l'entraînement. Mutsumi s'inquiète, mais Futaba explique que les pièges ne s'activeront pas pour la famille. Le système acceptera Tai une fois qu'il aura tout réussi. Tai se sent mal. Nanao explique que la nourriture contient du poison pour la résistance. Tai se précipite aux toilettes mais ne peut pas ouvrir. Futaba refuse d'aider. La famille vit normalement. Tai crie et lutte pour survivre. Les jours passent, Tai est épuisé à l'école, inquiétant ses camarades. Il s'entraîne à tirer juste pour allumer la télé. Matsumi l'arrête, lui donne du thé et lui rappelle qu'il n'est pas faible. Dans un souvenir, Matsumi était harcelé pour ses cheveux. Tai l'a protégé en coupant les siens, faisant fuir les harceleurs. Il a promis de l'aider. Au présent, Tai s'améliore. Il désactive les alarmes, évite les pièges, reçoit les éloges de Shinzo et Shion. Avec Nanao, il apprend à gérer le gaz toxique. Après 3 semaines, Tai peut manger de la nourriture empoisonnée sans s'effondrer. Quand il se surmène, Futaba voit ses blessures et réalise qu'il en fait trop. Elle le réprimande. Survivre, c'est aussi savoir quand se reposer. Elle lui donne un livre sur l'ouverture des portes et admet s'être trompée sur lui. Sa détermination et son amour pour Matsumi pourraient l'aider à réussir. Après avoir lutté, Tai ouvre enfin la porte de la salle de bain. Tout le monde applaudit, soulagé qu'il y soit arrivé. Alors qu'il les remercie, sa bague brille. Futaba explique que la maison l'accepte comme membre de la famille. Elle loue ses efforts, mais l'avertit que le vrai entraînement est sur le point de commencer. Tout le monde le soutient et espère qu'il gérera la suite. Plus tard, Matsumi cuisine et ajoute du poison comme d'habitude. De nulle part, Tai pose une question gênante sur les soutiens-gorge, la choquant. Il explique qu'il pratiquait des déguisements. Elle ne le croit pas. Kango arrive, fait semblant d'aider, mais plaisante. Quand Shinzo arrive, confus, Tai arrache le déguisement de Kango. Kyoichiro arrive, annonce sa mission, essaie d'embrasser Matsumi, elle le repousse. Shinzo part aussi en mission. Tai s'inquiète, mais Shinzo dit que c'est facile. Récupérer une plaque métallique pour la fausse monnaie. Tai n'arrive pas à croire que ce soit simple. Avant de partir, Shinzo donne un outil à Tai. Sur le chemin de l'école, une balle de baseball vole vers eux. Sans regarder, Tai l'attrape et la renvoie à toute vitesse. L'entraîneur est choqué et l'invite à rejoindre l'équipe. Au déjeuner, Matsumi avertit Tai que sa force devient anormale et lui dit de ne pas se faire remarquer. Après l'école, Matsumi s'occupe des papiers de famille. T est étonnée, mais elle dit que c'est sa responsabilité de chef. Elle remarque des documents manquants et va dans la chambre de Kango. C'est le désordre. Kango admet n'avoir pas fini et se promène nu, embarrassant Matsumi. Quand elle essaie de le punir, il s'enfuit. Tai manque de l'arrêter, mais Kango se déguise en Matsumi, ce qui fait hésiter Tai. Kango s'échappe, Matsumi verrouille le manoir. Au même moment, Shinzo se faufile dans une installation par les conduits. La sécurité est dure, mais il récupère la plaque avant les alarmes. De retour, Tai et Matsumi cherchent Kango. Ils vérifient de même la chambre de Kyoichiro, remplie de photos de Matsumi. Les frères et sœurs réalisent que Kango s'est déguisé en eux. Kango apparaît dans un tableau, rit et s'échappe par un tunnel caché. Matsumi est agacé de n'avoir jamais su que ça existait. Plus tard, Matsumi menotte Tai, révélant qu'il est Kango déguisé. Elle l'a compris car le vrai Tai la laisse toujours marcher en premier. Kango abandonne et accepte de finir son travail. En mangeant du curry, Tai reçoit un appel de Shinzo qui panique. Il est à court d'armes et est encerclé. Shinzo adore les armes mais est impuissant sans elles. T est envoyé en renfort. Il se faufile dans le bâtiment avec des fournitures. Attaqué, il utilise son entraînement pour désactiver l'arme, plus d'ennemis.
Tai en abat 2 puis utilise un pistolet électrique de Shinzo pour empêcher le troisième d'appeler des renforts. Tai atteint Shinzo qui le serre dans ses bras. Des gardes apparaissent, Shinzo redevient confiant et les bat. En s'échappant, un sniper tire sur Tai à la jambe et menace de le tuer si Shinzo ne lâche pas son arme. Se souvenant du conseil de Matsumi, Tai jette une fourchette à Shinzo. Shinzo l'utilise pour détruire l'arme du sniper et le vaincre. Cette nuit-là, Tai parle à Matsumi au téléphone, mais un homme étrange l'interrompt. Il se présente comme Seiji, un policier, et emmène Tai au poste. Seiji lui montre des vidéos de ses missions et l'accuse de crime. Il offre la clémence si Tai trahit ses alliés, mais Tai refuse. Seiji le force à boire du sérum de vérité, mais Tai l'évite. Seiji l'attaque, révélant qu'il tue lui-même les criminels. Tai remarque un fil et réalise que Kyoichiro est proche. Kyoichiro apparaît et explique que Seiji testait Tai. Comme Tai n'a trahi personne, il a réussi. Le lendemain à l'école, Tai est épuisé. Kyoichiro arrive comme prof suppléant et lui lance de la craie à vitesse extrême. Tai l'esquive dans son sommeil. Kyoichiro explique que Tai doit apprendre à ne reposer qu'une partie de son cerveau, comme les dauphins. Il libère du gaz soporifique. Tout le monde s'endort sauf Matsumi. Même endormi, Tai esquive chaque craie. Kyoichiro est impressionné. Plus tard, Tai perd le contrôle, somnambule, effrayant tout le monde. Le lendemain, Tai lit un guide étrange sur les relations d'espions. En le feuilletant, il réalise qu'il n'a pas passé beaucoup de temps avec Matsumi. Cette pensée l'effraie. Il imagine leur mariage s'effondrer et panique à l'idée du divorce. Alors qu'il s'apprête à l'inviter, son téléphone sonne. C'est Seiji. Mission d'urgence. Tai est envoyé dans un parc d'attractions. Seiji explique qu'un homme et une femme dangereux causent des problèmes avec des armes, mais personne ne sait à quoi ils ressemblent. On dit à Tai de se fier à son instinct et de surveiller l'inhabituel. Sur place, il remarque vite un problème. Le parc est rempli de couples. Seul, il se fait terriblement remarquer. Avant qu'il ne puisse trop réfléchir, Matsumi apparaît. Elle a compris et a décidé d'aider. Être ensemble le fera paraître normal. Elle le prévient que des gens louches pourraient être proches, mais l'assure qu'elle peut se protéger, donc pas de panique. En se promenant, Tai remarque un couple joyeux. Le gars complimente la tenue de la fille et Tai essaie maladroitement de l'imiter. Au lieu d'un compliment fluide, il lâche un truc étrange sur ses vêtements, bon pour donner des coups de pied. Mutsumi répond juste que la tenue est confortable. Tai réalise qu'il est nul en romance. Ils repèrent un couple suspect se dirigeant vers des montagnes russes, alors ils les suivent. Tout le monde crie d'excitation pendant le tour, mais Tai s'endort car c'est ennuyeux comparé à son entraînement intense. Après tiens, ils observent le couple et réalisent qu'ils sont inoffensifs. Ils passent à un autre couple qui semble louche. Tai les suit seulement pour les voir s'embrasser. Il soupire, réalisant qu'ils sont juste des gens normaux. Puis Matsumi désigne un autre couple à un café. Tai entend l'homme parler d'un objet spécial. Quand l'homme met la main dans sa poche, Tai se prépare, mais il sort une bague et demande en mariage. Tai est frustré, il n'a toujours pas trouvé la moindre piste. Il finit par rester là, tenant une rose, pensant qu'il veut juste rendre Matsumi heureuse. C'est alors que les choses changent. Le couple mignon de tout à l'heure commence à se disputer bruyamment. Tai est confus, ils semblaient si proches. Puis tout dégénère, le couple sort des armes. Tai comprend instantanément que ce sont les criminels qu'il cherchait. Ça tire, la panique. Tai se planque. En plein chaos, sa rose prend une balle foutue. Bizarrement, ça le fait craquer. Il intervient, tire ses balles électriques et stoppe les deux. La police arrive, les arrête. Seiji appelle Tai, le félicite. Mais Kayoshiro n'est pas impressionné, surtout parce que Tai a transformé la mission en date avec Matsumi. Plus tard, ils font la grande roue. Matsumi dit qu'ils ont tout essayé. Tai demande pourquoi la grande roue en dernier. Elle voulait voir le coucher de soleil ensemble. Tai lui donne la rose abîmée, disant qu'elle est cassée, mais il veut qu'elle l'ait pour la remercier d'être toujours là. Elle accepte, ils passent le reste de la journée ensemble. Chez eux, Shion finit sa mission épuisée. Au moment de se reposer, son système est piraté.
Elle riposte dans son espace digital, poursuit l'intrus, mais le hacker la déconnecte de force. En se reconnectant, Shion réalise un truc flippant, le hacker a volé des photos de Tai. Le lendemain, Tai et Matsumi voient Shion épuisée, elle explique tout, trouvant bizarre que seules les photos de Tai aient été prises, ça rend Tai mal à l'aise. En chemin pour l'école, des aiguilles volent vers eux, une fille mystérieuse apparaît, Tai tente de fuir, inutile, il se retourne pour se battre, elle attaque vite, mais Tai la repousse. Puis elle dit un truc glauque, elle l'aime et compte le tuer. Matsumi la reconnaît, Ayaka, une espionne dangereuse qui traque les hommes dont elle tombe amoureuse pour les tuer à l'aiguille. Ayaka avoue être obsédée par Tai après l'avoir vue en ligne. Cette vidéo a aussi poussé la compagnie à mettre sa tête à prix. Ayaka lance des aiguilles, révélant d'autres chasseurs. T lui dit qu'il est marié à Matsumi, donc il ne se laissera pas mourir. Ayaka craque, veut Matsumi hors jeu, mais révèle que Kyoichiro l'a autorisé à cibler Tai tant qu'elle ne touche pas à Matsumi. Ta et Matsumi sont choqués, Ayaka les prévient qu'elle reviendra vite et disparaît, ça empire. À l'école, Ayaka est la nouvelle, assise juste à côté de Tai. Toute la journée, Tadienu Tai esquive les tentatives d'assassinat. Même au déjeuner, il doit bouger pour éviter les coups de couteau. Ayaka finit par craquer, elle empoisonne la classe avec des aiguilles de contrôle mental et leur ordonne d'attraper Tai. Ils le retiennent pendant qu'elle se prépare à le tuer. Matsumi saute devant Tai et dit à Ayaka qu'elle a dépassé les bornes. Au même instant, un autre chasseur de primes apparaît et tire sur Ayaka. Matsumi pousse Ayaka pour la sauver. Tai tire sur l'attaquant, le stoppe. Ayaka est sidérée, elle ne comprend pas pourquoi Matsumi l'a protégée. Matsumi dit qu'elle est juste contente que quelqu'un d'autre voit à quel point Tai est génial. À partir de ce moment, Ayaka devient obsédée par Matsumi. Sur le chemin du retour, Ayaka s'accroche à Matsumi, voulant maintenant que Tai disparaisse pour la voir. Tai n'est, à juste titre, pas du tout d'accord. Peu après, Tai reçoit un appel de Shion. Lui et Matsumi visitent sa chambre. Shion lance un jeu et explique que ses missions de piratage fonctionnent comme ça. Elle transforme les urgences d'hommes réels en jeux à résoudre. Ils battent un monstre train et au même moment, les infos annoncent qu'un train fou a été arrêté. Ensuite, ils affrontent un dragon lié à des drones, menaçant un hélicoptère près d'une centrale. Shion galère, Tai déclenche accidentellement un mode puissant et ensemble, ils trouvent une solution créative. Ayaka réapparaît et aide à détruire les drones restants. Mission réussie, mais Shion refuse de laisser Tai partir, exigeant plus de jeu. Ailleurs, un espion nommé Uga remarque Tai dans un magazine et le trouve intéressant, même si son partenaire Sui s'en fiche. Plus tard, Nanao appelle Tai en panique. Il s'est faufilé dans un labo, créant une arme bio appelée Sodom. Pour l'arrêter, Nanao a avalé la capsule, confiant que son corps la neutraliserait en quelques heures. Il s'endort et demande à Tai de le sauver avant que les gardes ne se réveillent. Tai arrive au labo et rencontre Uga et Sui, membres d'une unité gouvernementale appelée Amajiku. Ils font semblant d'aider mais révèlent plus tard qu'ils comptent tuer Nanao pour la sécurité nationale. Tai protège Nanao mais est submergé et blessé. Quand Nanao se réveille et prouve que la toxine est partie, Sui recule mais insulte Tai disant qu'il est trop faible pour être un vrai espion. Quelque temps après, Tai se retrouve encore dans de sales draps. Kyoichiro le coince et lui jette un magazine au visage. L'article dit que Tai a été battu par les Hamajiku et Kyoichiro pète un câble. Il se plaint que la réputation de la famille est en chute libre. Leurs critiques sont terribles et Tai en est la cause. Il traite Tai de bon à rien et lui rappelle qu'il n'a même pas pu protéger Nanao. Avant que ça ne dégénère, Nanao apparaît soudain avec Matsumi et force Kyoichiro à s'arrêter. T est libéré, mais au lieu d'être soulagé, il se sent pire. Il commence à croire qu'il tire tout le monde vers le bas et n'a pas sa place dans la famille. Kyoichiro lui dit qu'il n'y a qu'une façon de se racheter, démanteler Hamajiku et faire ses preuves. Peu après, la scène passe à Sui dans un train. Il se dispute avec un homme qui prend trop de place. Quand l'homme le menace, Sui lui déchire calmement les vêtements. Il remarque Tai qui le regarde et lui demande sarcastiquement s'il veut se venger. On apprend que Kyoichiro a ordonné à Tai de collecter des infos sur Hamajiku, pensant qu'espionner les espions est le meilleur moyen de les vaincre. T admet son inexpérience, alors au lieu de se battre, il décide d'observer Sui de près. Quand le train s'arrête, Sui descend à une vitesse folle. Tai peine à suivre mais se fraye un chemin dans la foule et l'atteint.
Sui attaque soudain, déchirant les vêtements de Tai. La sécurité encercle Tai, le croyant dangereux, mais Tai refuse d'abandonner. Pendant des jours, il continue de suivre Sui. Chaque fois que Sui le remarque, il détruit les vêtements de Tai juste pour l'effrayer. Finalement, Sui et Uga se battent avec des criminels de rue. Tai intervient pour aider. Sui attaque encore Tai, mais Tai esquive. Uga remarque un truc étrange. Le pantalon de Tai est intact, Sui attaque encore, clairement irrité, et Uga commence à se demander pourquoi Sui est si obsédé par Tai. De retour au manoir, Nanao cherche Tai, Kyoichiro plaisante en disant que Tai sert de planche à découper. Tai avoue à Nanao qu'il sait qu'il n'est pas encore assez fort, mais il veut s'améliorer pour la famille. Nanao l'encourage, disant que Tai surprend toujours les gens. Quand Kyoichiro se moque de Tai pour se faire constamment mettre à poil, Nanao le frappe. Tai réalise que chacun a ses propres petits travers. Cette nuit-là, Tai approche Sui pendant qu'il nettoie une pierre tombale. Sui pète un câble et attaque à toute vitesse, menaçant de le tuer. Cette fois, Tai réagit correctement. Il attrape Sui en plein milieu de l'attaque, ayant compris que Sui frappe toujours droit au centre en premier. Tai le projette. Sui se reprend et comprend enfin pourquoi Tai a été accepté dans la famille de Matsumi. Il ordonne à Uga de soigner les blessures de Tai et admet que Tai a du potentiel parce qu'il a appris ses habitudes. Sui décide de lui laisser la vie sauve. Le lendemain, Tai se retrouve encore dans le magazine, mais cette fois, il est qualifié de pervers parce qu'il est toujours à moitié nu. Nanao n'y croit pas, mais Matsumi dit calmement qu'elle aime Tai quand même. Plus tard, Tai et Matsumi se promènent au parc. Tai est confus quand Matsumi salue soudain Sui. Il réalise qu'elle a elle-même organisé une rencontre avec Hamajiku. Elle dit à Sui qu'elle est furieuse de ce qui est arrivé à Nanao. Sui dit qu'il ne faisait que suivre les ordres. Sui les conduit à un café et commande une boisson au nom absurde. Le barman sourit puis ouvre une trappe cachée sous eux. Il tombe dans la base d'Hamajiku. Sui prévient Tai de rester vigilant. Tai réalise vite que l'endroit est blindé de pièges mortels pour tuer les intrus. Il s'en sort de justesse et atteint le fond juste au moment où une énorme boule de métal tombe sur lui. À la dernière seconde, Rin, la chef d'Hamajiku, la fracasse d'un coup de poing. Rin doute immédiatement de Tai, le traitant de faible, et se demandant s'il peut protéger Matsumi. Il s'assoit pour le thé. Matsumi explique que Rin et Kyoichiro étaient un camarade de classe et ne s'entendent pas. Rin admet qu'elle aime Matsumi et croit que Kyoichiro est dangereux. Sui se moque de Tai comme le plus faible des espions, mais Matsumi défend Tai, disant que sa force vient de son cœur. Soudain, des explosions secouent la base. Kyoichiro fait irruption, exigeant Matsumi et menaçant Rin. Rin refuse et les deux commencent à se battre violemment, envoyant des ondes de choc à travers la base. Quand une de leurs attaques manque de toucher Matsumi, Tai saute et la protège, encaissant tout l'impact. Il s'effondre. Matsumi pète un câble et les prévient qu'elle coupera les ponts avec eux deux s'ils n'arrêtent pas. Le combat se termine et Rin admet que Tai est plus coriace qu'il n'y paraît. Rin confie ensuite une nouvelle mission à Tai. Hamajiku surveille un politicien populaire nommé Yuri, adoré du public. Secrètement, Yuri travaille avec des espions et a commis des crimes pour gagner du pouvoir. Les élections approchant, Rin pense qu'il prépare un gros coup. Hamajiku a déjà trouvé des bombes et arrêté un trafiquant qui affirmait que Yuri les achetait. Ils ont besoin de preuves avant que Yuri n'agisse. Tai est choisi car il est difficile à détecter. Déguisé en femme, il infiltre le personnel de Yuri comme assistante. Lors d'un événement public, des manifestants accusent Yuri d'être un tyran. Une bagarre éclate et l'orateur manque de tuer le leader de la protestation jusqu'à ce que Yuri le sauve héroïquement. La foule loue Yuri, mais on révèle que toute la scène était mise en scène pour booster sa popularité. Tai observe secrètement Yuri, ordonné à ses espions de diffuser les images. Tai réalise que Yuri est faux et dangereux. De retour au bureau, Tai cherche des preuves mais ne trouve rien. Puis il remarque les mouvements de danse des espions et comprend qu'ils communiquent secrètement. Quand Yuri mentionne une attaque terroriste, Tai comprend que des bombes sont impliquées. Yuri rencontre le Premier ministre et décide de l'éliminer. Une bombe explose, mais Tai l'avait déjà redirigée dans une fontaine. Yuri tire sur Tai et déclenche une autre explosion, mais tout le monde porte un équipement anti-choc. Yuri réalise que ces balles sont fausses. Avant qu'il ne puisse réagir, Sui apparaît, désarme Yuri et l'arrête, le traitant d'idiot de faire confiance aux espions. En escortant Yuri, Tai l'entend insinuer que sa famille n'est pas morte par accident. Avant que Tai ne puisse en demander plus, Yuri fait exploser une bombe cachée dans sa boucle d'oreille et s'échappe. De retour au manoir, Nanao prépare des médicaments, s'attendant à ce que Tai revienne blessé. Matsumi cuisine un repas gargantuesque, espérant que la nourriture l'aidera à récupérer. Les frères et sœurs se préparent émotionnellement, supposant que Tai sera mal en point. Kyoichiro, cependant, semble satisfait. Plus tard, Tai sauve un chauffeur et apprend de Sui que Yuri est en fait Kurogawa, un espion légendaire disparu.
Kurogawa kidnappe le Premier ministre et révèle qu'il ne s'est jamais soucié de la politique. Il a perdu sa fille après que des politiciens l'aient utilisée et aient essayé de l'effacer. Il veut que la vérité éclate. T interrompt la diffusion et confronte Kurogawa, mais est vaincu. Kurogawa explique qu'il ne gagne pas par la force mais en contrôlant l'information. Dans un flashback, on voit le passé de Kurogawa travaillant sans relâche pour des politiciens, célébrant l'anniversaire de sa fille pour la voir mourir dans une explosion qui lui était destinée. L'histoire revient au présent. Kurogawa explique tout clairement, il dit qu'il a fait semblant d'être un politicien exprès pour attirer les alliés du Premier ministre. Une fois qu'ils lui ont fait confiance, il les a tués. Il croit que son plan a marché à merveille. Tai essaie de se précipiter sur lui, mais les partisans de Kurogawa interviennent et le bloquent, disant que Tai est trop faible pour gagner. Kurogawa propose alors un marché. Il dit que si Tai abandonne, il lui révélera la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à sa famille. Tai veut désespérément l'entendre, mais il refuse de reculer car il ne veut pas que plus de gens meurent. Soudain, Tai défonce le plancher. Les partisans de Kurogawa tombent dans le trou. Tai dit à Tai de s'occuper de Kurogawa pendant qu'il gère les autres. Tai attaque avec son couteau, mais Kurogawa l'arrête facilement. Il sait déjà que la lame est empoisonnée, alors il l'utilise contre Tai et le projette. Au même moment, Sui affronte les espions. Ils le reconnaissent comme le chef d'Amajiku et Rion, disant que leurs pouvoirs spéciaux les rendent invincibles. Sui les traite de trop sûrs d'eux et explique que leur style de combat est basé sur le mouvement, que tout le monde peut apprendre mais que très peu maîtrisent. Quand ils lancent leur attaque la plus forte ensemble, Sui la transperce et les bat illico. Sui est sur le point de revenir quand il sent quelque chose d'étrange et tire son épée, mais il n'y a rien. Tai se remet difficilement debout. Kurogawa parle de la perte de sa famille et dit que la douleur ne peut être effacée. T se souvient à quel point il était brisé après la mort de sa famille, mais il se souvient aussi comment Matsumi est resté avec lui et l'a aidé à tenir le coup. Tai réalise que même si le passé ne peut changer, il peut toujours protéger l'avenir. T attaque encore. Kurogawa essaie de prédire ses mouvements, confiant de tout savoir sur Tai. Mais Tai bouge soudain en utilisant la technique de Sui. Kurogawa est choqué. On apprend que Kyoichiro a dit un jour à Tai que les ennemis les plus forts savent déjà tout de vous, donc la seule façon de gagner est de faire quelque chose d'inattendu. Tai augmente sa vitesse avec le médicament de Nanao, esquive les attaques de Kurogawa avec la fausse peau de Kengo, détruit son arme avec des fils et finalement le met à terre. Kurogawa admet sa défaite et dit qu'il respecte Tai pour ne jamais abandonner. Il donne une note à Tai et commence à expliquer la vérité sur sa famille, mais il est soudainement abattu. Dans son dernier souffle, Kurogawa dit à Tai de vivre sans peur. Sui arrive et pense qu'un assassin a tué Kurogawa. Il dit à Tai qu'il a bien géré et terminé sa mission. Plus tard, Tai suit la note jusqu'à un arbre où Kurogawa a enterré sa fille. Tai lui rend hommage et trouve un objet étrange laissé par Kurogawa. Quand Tai rentre chez lui, tout le monde est content et le félicite. Futaba remarque que Kyoichiro a l'air déçu, comme s'il ne s'attendait pas à ce que Tai survive. Le lendemain, Rin organise une fête pour remercier Tai. Elle dit avoir personnellement récolté les ingrédients. Kyoichiro débarque et Rin veut qu'il parte, mais le laisse rester quand il apporte des boissons. Le dîner tourne au chaos, la nourriture vole, personne ne mange correctement. Sui utilise sa vitesse pour sauver de la nourriture, mais prévient Tai de ne pas le copier car c'est mauvais pour le corps. Après la fête, Tai pense à l'objet mystérieux. Il craint qu'il ne révèle que sa famille a été assassinée et s'inquiète de devenir obsédé par la vengeance comme Kurogawa. Matsumi l'embrasse et promet qu'elle restera avec lui quoi qu'il arrive. L'objet tombe et révèle une petite bille contenant un enregistrement. Kyoichiro s'énerve, mais Rin l'arrête et ordonne à Tai et Matsumi de partir. De retour au manoir, Ayaka apparaît soudain et explique qu'elle est là pour les protéger des assassins. Matsumi révèle qu'elle a invité Ayaka à vivre avec eux et à travailler comme femme de chambre. Ayaka donne l'habit à Shiashion qui dit qu'elle est endommagée et prendra du temps à analyser. Ayaka prévient aussi que Tai a maintenant une énorme prime sur sa tête. Elle insiste pour l'attaquer pendant l'entraînement afin qu'il apprenne à se défendre et Matsumi est d'accord, même si Tai déteste l'idée. Plus tard, Tai est épuisé. Matsumi essaie de lui faire du thé, mais Kyoichiro a déjà bu toutes les feuilles. Tai prend un bain, mais Ayaka l'attaque et déclenche accidentellement un piège. Électrocuté, Tai brise le mur, attrape la source d'énergie et détruit le piège en supportant l'électricité. Kyoichiro fait irruption, accuse Tai de tricher et menace de le torturer. Tai s'enfuit, tandis que Matsumi observe et pense qu'Ayaka s'intègre bien à la famille. Alors que Tai part pour une autre mission, Matsumi lui tend son téléphone. Un appel de Koharu apparaît et Tai part vite. Ayaka devient méfiante et admet qu'elle surveille Tai de près. Le lendemain, Tai sort avec Matsumi, mais elle amène Goliath, un énorme chien de garde qui protège la famille depuis des générations.
Goliath grossit et Matsumi le monte. Tai essaie mais est éjecté. Quand Tai attrape la laisse, Goliath le traîne à une vitesse extrême. Soudain, une bombe cachée dans un ballon explose. T protège tout le monde et vérifie s'ils sont en sécurité. Goliath traque le poseur de bombes et Matsumi le contacte, le prévenant de ne plus menacer sa famille. Goliath fait irruption dans la cachette du poseur de bombes et met fin à la menace. Plus tard, Ayaka attaque encore Tai, l'accusant de tricher. Kyoichiro se prépare à le punir, mais Miji arrive avec un colis. Il s'avère que Tai a secrètement travaillé avec Kaoru pour collecter des ingrédients de thé rares comme cadeau pour Kyoichiro, pour le remercier. Tai a risqué sa vie pour l'obtenir. Kyoichiro réalise que Tai était innocent et se sent coupable de l'avoir maltraité. Ayaka s'excuse illico, Kyoichiro refuse d'admettre son erreur, alors Goliath le punit. Matsumi remercie Tai pour le thé et sourit, heureuse de l'avoir choisi comme mari. Plus tard, Tai et Matsumi tiennent un vieil album photo. Elle lui dit qu'elle l'a trouvé en faisant le ménage. À l'intérieur, elle lui montre une photo de famille prise le jour où Nanao a réussi son examen de licence d'espion. Elle explique que chaque fois que quelqu'un de la famille réussit l'examen, ils prennent une photo pour s'en souvenir. T demande ce qu'est une licence d'espion. Futaba explique que c'est une carte d'identité officielle donnée par l'association des espions. Quiconque réussit l'examen obtient une licence, ce qui lui permet de recevoir des offres d'emploi, des récompenses et des avantages spéciaux. Les nouveaux espions commencent au niveau bronze et peuvent monter en passant des tests plus difficiles. Les rangs supérieurs ont des missions plus dures, mais une meilleure paix et des privilèges. Tai commence à penser à passer l'examen lui-même. C'est là que Kyoichiro intervient et dit que tous ses frères et sœurs ont réussi l'examen du premier coup. Il menace Tai, disant qu'il le tuera s'il échoue. Soudain, ils entendent un cri. Ayaka s'excuse auprès de Shion, disant qu'elle a touché des câbles en nettoyant et a causé un dysfonctionnement de son appareil. L'écran s'allume soudain et montre un fantôme. Futaba panique complètement. Tai est confus jusqu'à ce que Matsumi explique que Futaba est terrifiée par les fantômes. À cause de ça, tout le monde doit veiller sur elle toute la journée. Des bruits étranges continuent de venir de la maison, ce qui ne fait qu'effrayer davantage Futaba. Cette nuit-là, Futaba essaie de dormir avec Matsumi, mais le bruit revient. Pour la calmer, Matsumi commence à lire son histoire préférée, Mamotaro. L'histoire parle d'humains et de démons qui se battent. Une vieille femme trouve un bébé près d'une rivière et le nomme Mamotaro. Matsumi s'endort en plein milieu de l'histoire, alors Tai continue la lecture. Il explique que Mamotaro grandit pour devenir un soldat et est forcé de tuer son meilleur ami parce qu'il se retrouve dans des camps opposés. Tai dit que la vie pousse souvent les gens, qu'ils le veuillent ou non. Futaba aime l'histoire et admet que sa mère la lui lisait. Elle dit qu'elle était courageuse, mais après avoir perdu sa mère, elle a eu peur de perdre quelqu'un d'autre. Elle fait semblant d'avoir peur des fantômes pour que les gens ne voient pas sa vraie peur. T lui dit qu'il comprend et qu'il veut devenir assez fort pour protéger tous ceux qu'il aime. Futaba lui dit de se reposer et lui souhaite bonne chance pour l'examen. Plus tard, Tai passe l'examen d'espion et réussit brillamment. D'autres candidats sont impressionnés, mais une personne le voit comme un rival. Pendant le déjeuner, un homme remarque Tai et se souvient qu'il y a une prime sur sa tête. Il essaie d'attaquer, mais un autre participant nommé Sukyu le projette au loin, rappelant à tous que se battre est interdit pendant l'examen. Tai remercie Sukyu, mais Sukyu dit soudain qu'il est amoureux de Tai. Tai le trouve immédiatement bizarre. Matsumi reconnaît Sukyu comme un dragueur notoire et lui dit de rester loin de son mari. Sukyu l'ignore et dit qu'il aime la personnalité de Tai, qu'il l'observe depuis un moment. L'examen continue. Tai réussit les épreuves physiques sans problème. Pendant l'écrit, Sukyu le dérange et lui propose même de copier ses réponses. Tai refuse et réussit seul. Une voix annonce qu'ils ont réussi et leur dit de récupérer leur licence au bout du couloir, mais prévient aussi que le bâtiment va être détruit. L'endroit commence à s'effondrer. Tout le monde court. Le rival de Tai l'attaque, essayant de l'assommer. Tai manque de tomber, mais Sukyu le pousse en sécurité. Tai réalise que Sukyu pourrait échouer, alors il le sauve aussi. Sukyu révèle alors la vérité. Il est en fait un examinateur. Il dit que le test final n'était pas sur les compétences, mais sur l'humanité et la confiance. Tai réussit, son rival échoue. Sukyu lui donne sa licence et le félicite. T demande si Sukyu l'aime vraiment. Sukyu dit oui, Tai s'enfuit aussitôt. De retour au manoir, tout le monde célèbre. Il se demande où est Kyoichiro, jusqu'à ce qu'il tombe du plafond. Futaba réalise que c'était lui qui faisait tous les bruits de fantômes et le tabasse pendant qu'Ayaka prend des photos. Quelques jours plus tard, Tai trouve un vieil homme caché dans son sac. Paniqué, Tai lui tire dessus. Il s'excuse, mais Matsumi explique que c'est son grand-père, Ban.
Ban dit qu'il voulait rencontrer Tai et a apporté un cadeau de mariage. Il invite Tai à traîner, mais Kyoshiro le retient, affirmant que Ban est un criminel évadé. Ban dit qu'il faisait semblant d'être enfermé juste pour collecter des infos. Ban s'échappe, utilisant de la fumée, et traîne Tai avec lui. Kyoichiro appelle Tai et explique que Ban est un espion légendaire, célèbre pour s'introduire et s'échapper. T essaie de capturer Ban, mais Ban lui échappe sans cesse, le taquinant et disant que Tai a besoin de plus d'entraînement. Ban explique qu'il s'est évadé juste pour voir sa femme Keiko. Quand elle arrive, elle le menotte et le renvoie en prison. T comprend maintenant, Ban a fait tout ça par amour. Matsumi, qui a tout vu, réalise la chance qu'elle a d'avoir Tai. Plus tard, les frères et sœurs vont faire du shopping. Tai se souvient être allé au centre commercial avec sa famille avant l'accident. Matsumi utilise une machine qui lui donne des grenades. Tai achète une chemise par balle. Il rencontre une fille perdue, Suzu, dont le père a été enlevé par des voyous. Matsumi les mène à un sous-sol caché où se déroulent des affaires illégales. Tai sauve le père de Suzu, mais des voyous les encerclent. Kyoshiro et les frères et sœurs arrivent et les éliminent. Le sous-sol s'effondre, mais personne ne s'en soucie vraiment. Cette nuit-là, Tai rêve de son enfance. Il se souvient jouer pendant que ses parents se disputaient à propos du travail et de la famille. Ils avaient prévu un camping même s'il pleuvait. Puis l'accident arrive. Tai se réveille, réalisant qu'il n'a pas encore fait le deuil de sa famille. Quelque temps plus tard, Shion finit d'examiner l'objet laissé par Kurugawa. Elle explique qu'il contient une liste d'invités du mariage de ses parents il y a longtemps. En la parcourant, elle trouve quelque chose de choquant. Les parents de Tai étaient là aussi. Quand Matsumi entend ça, elle panique. Elle commence à se blâmer et croit que sa famille pourrait être la raison pour laquelle les parents de Tai ont été tués. Elle dit à Tai qu'il devrait la quitter. Tai refuse aussitôt. Il lui dit de ne pas imaginer le pire et promet de rester avec elle quoi qu'il arrive. Il demande à Shion de l'aider à découvrir toute la vérité. Shion admet qu'ils n'ont pas assez de détails, mais elle est surprise qu'ils aient trouvé la liste car elle devait rester cachée pour toujours. Elle suspecte le milieu criminel d'être impliqué et suggère de vérifier un endroit dangereux appelé la bibliothèque des morts où sont stockées les informations sur les personnes disparues sans explication. L'association d'espions soutient la bibliothèque, donc Tai peut entrer avec sa licence, mais Shion le prévient que c'est extrêmement risqué. Dès que Tai entre, il réalise à quel point l'endroit est sérieux. Un homme rit fort et sans prévenir, la bibliothécaire le tue sur le champ. Tai se fige. Shion explique que la bibliothécaire, Mei, tue quiconque fait du bruit. Le moindre son peut tuer quelqu'un car les sens de Mei sont bien au-delà de la normale. T bouge prudemment, respirant à peine. Il trouve un livre sur ses parents, mais il n'explique pas comment ils sont morts. Puis il remarque une fente qui correspond à l'appareil en marbre. Quand il l'insère, des informations cachées apparaissent. T apprend que sa famille a été ciblée par une organisation appelée Tanpopo et le monde croit que Tai est mort avec eux. Avant qu'il ne puisse lire plus, le système détecte un accès illégal et commence à s'autodétruire. Shion avertit Tai de s'échapper immédiatement, Mei arrive. Tai évite de justesse son attaque et provoque une panne de courant en endommageant une source d'énergie. Même dans le noir, Mei le traque, disant qu'elle peut sentir sa présence. Alors qu'elle est sur le point de le tuer, Matsumi dit à Tai d'enlever ses écouteurs, puis elle hurle aussi fort qu'elle peut. Le bruit submerge Mei, l'assommant. Tai réalise que les sons forts sont la faiblesse de Mei. Tai rentre chez lui mais est immédiatement interrogé par Kyoichiro. Tai lui demande directement à propos de Tanpopo. Kyoichiro explique qu'ils sont extrêmement dangereux et responsables de la mort de la mère de Matsumi. Il les cherche depuis des années, mais il ne laisse presque aucune trace, sauf un tatouage identique. Quand Kyoshiro enquête sur les antécédents familiaux de Tai, il apprend que le père de Tai travaillait dans le domaine médical. En cherchant plus loin, il trouve plusieurs professionnels de la santé morts à peu près au même moment, tous liés à un docteur nommé Makoto. Cela rend Makoto suspect. Tai se déguise en patient et s'introduit dans la clinique de Makoto. Matsumi le rejoint, prétendant être une épouse trop attentionnée. Tai se sent lourd et lent car Kyoichiro lui a secrètement attaché des poids pour affecter ses mouvements. Makoto examine Tai et dit qu'il est en parfaite santé, agissant comme un docteur normal et gentil. Plus tard, Makoto quitte la pièce. Tai se faufile dans son bureau et fouille ses dossiers. Utilisant un programme de Shion, il déverrouille un document caché lié à Tanpopo. Il explique que la famille de Matsumi a des capacités spéciales grâce à une protéine rare dans le sang de sa mère. Tanpopo veut l'utiliser pour donner du pouvoir à d'autres, mais le seul moyen est de prendre le cœur de Matsumi. Makoto revient soudainement et attaque Tai, choqué qu'il soit encore en vie. T demande si Makoto a tué sa famille, mais Makoto refuse de répondre. Tai remarque le tatouage Tanpopo sur son cou.
Makoto poignarde Tai, mais la lame frappe un des poids cachés de Kyoichiro à la place. Tai riposte et lui tire dessus, mais les balles ne font rien. Makoto aveugle Tai avec un flash et s'échappe avec son ordinateur. Tai révèle qu'il a déjà copié les données et prévoit d'exposer Tanpopo. En vérifiant les fichiers, il trouve des reçus d'un endroit appelé l'hôtel Pissenlit, ce qui semble suspect. Au même moment, Makoto rapporte à Tanpopo que Tai, maintenant le mari de Matsumi, est vivant et ne cessera de les poursuivre. Le lendemain matin, Tai se réveille sur un bateau de pêche et panique. Kyoichiro le salue et dit qu'il l'a amené là pour passer du temps ensemble. Il pêche et Tai en attrape même un grâce au conseil de Kyoichiro. Tai est mal à l'aise, il se dit que Kyoichiro prépare un truc, mais Kyoichiro dit que c'est juste une récompense pour l'entraînement intensif de Tai. Soudain, un homme monte à bord et essaie de tuer Tai. Tai l'assomme. Kyoichiro explique que cela faisait partie de l'entraînement, mais l'attaquant était réel. Bientôt, d'autres chasseurs de primes apparaissent. Kyoichiro rappelle à Tai qu'il est toujours au rang le plus bas et admet que l'exercice est peut-être trop pour lui. Puis une torpille frappe le bateau, le faisant exploser. Tai aide à sauver les chasseurs de primes et remarque le symbole Tanpopo. Kyoichiro explique que Tanpopo utilise des sous-marins sans pilote pour garder leur route et dit à Tai qu'il affronte des ennemis contre lesquels même les meilleurs espions luttent. Tai refuse d'abandonner, disant qu'il fera tout pour protéger Matsumi. Une autre torpille arrive vers eux. Tai l'enveloppe de fils et est traîné sous l'eau. Se souvenant de son entraînement, il l'ouvre avec le couteau de Shinzo, la désactive et la renvoie à la surface. Les chasseurs de primes survivent. Kyoichiro détruit le sous-marin et dit que les armes de Tanpopo ne fonctionneront pas sur leur famille. Kyoichiro révèle ensuite que Makoto séjourne à l'hôtel Pissenlit. Tai décide d'enquêter. Shinzo est déjà en route pour aider. À l'hôtel, Tai essaie l'ascenseur mais est rejeté car seuls les VIP sont autorisés. Il tente d'escalader le bâtiment avec des gants spéciaux mais est distrait, tombe et survit de justesse en atterrissant dans la piscine. Alors qu'il reprend son souffle, Tai entend une femme ordonner au personnel d'emmener son animal à l'étage VIP. Cela donne à Tai une nouvelle idée et une piste. La scène passe à Makoto, qui rencontre le propriétaire de l'hôtel, Noeman. Makoto explique qu'il a livré la nouvelle version de leur drogue, disant qu'elle fonctionne mieux et cause moins de problèmes. Avant qu'il ne puisse plus continuer, Tai apparaît soudainement et exige qu'il se rende. Cependant, il est déguisé en chat, ce qui les déconcerte complètement. Makoto reconnaît la voix de Tai et dit qu'il n'a pas le temps de s'occuper de lui. Un hélicoptère apparaît et Noeman brise la paroi vitrée, projetant Tai en arrière. Noeman réalise que Tai est le mari de Matsumi et pendant que Tai est distrait, Makoto s'échappe. Noeman décide de prendre les choses en main, il dit qu'il doit sa vie à Makoto, donc il ne laissera pas Tai interférer. Il explique que la nouvelle drogue de Tanpopo s'appelle Asakura, qui copie les effets de la summonine et confère des capacités surhumaines. Après avoir pris Asakura, le corps de Noeman devient plus grand et plus fort. Il détruit le pistolet de Tai et le projette, disant que c'est tragique que Tai meure si jeune. Tai réussit à le frapper une fois, surprenant Noeman, mais le corps de Noeman guérit instantanément. Il se vante qu'Asakura donne force, robustesse et régénération, bien que ça ne se compare toujours pas au pouvoir des frères et sœurs de Matsumi. Juste au moment où Noeman se prépare à tuer Tai, le bâtiment commence à trembler. Shinzo arrive, le frappant avec un puissant rayon. Noeman reconnaît Shinzo comme un espion de rang or et continue de se battre. Shinzo attache un appareil à Tai et le jette du bâtiment. Tai panique, puis l'appareil s'ouvre en parachute et le sauve. Noeman révèle ensuite qu'il a une bombe cachée dans sa dent et menace de faire exploser l'hôtel si Shinzo ne se rend pas. Shinzo cesse de résister, permettant à Noeman de le frapper sans relâche, secouant tout le bâtiment. Malgré la punition, Shinzo reste debout, disant calmement qu'il attend le bon moment. Dehors, Tai effraie les clients pour qu'ils évacuent de l'hôtel. Quand Noeman entend que tout le monde est en sécurité, Shinzo contre-attaque enfin. Il dit qu'Asakura ne peut pas se comparer au pouvoir de sa famille et révèle son arme ultime, un pistolet électrique avancé que seul lui peut utiliser. Noeman rit, confiant de pouvoir l'esquiver. Mais le sol s'effondre soudainement. Shinzo explique que Tai a piraté le système de détonation, ce qui signifie que Noeman a déjà perdu. Shinzo tire, la foudre frappe et Noeman est mis hors de combat. De loin, Makoto observe et note son objectif en fournissant des données de combat. De retour au manoir, Nanao révèle que Tai a été touché plusieurs fois et pourrait ne pas se réveiller de sitôt. Kyoichiro dessine en plaisantant sur le visage de Tai, mais Futaba le frappe et Nanao lui ordonne de partir. Matsumi dit à tout le monde de partir pour que Tai puisse se reposer et Nanao lui donne des outils médicaux au cas où. Plus tard, Shinzo parle en privé avec Kyoichiro.
Kyoichiro suppose que Shinzo se sent coupable, mais Shinzo explique que quelque chose de troublant. Tai a commencé à saigner avant l'arrivée de Shinzo. Avec son super oui, Shinzo aurait dû entendre des coups de feu. Mais non. Cela signifie que Tai a été attaqué plus tôt et que les dégâts sont apparus tardivement. Shinzo dit que ça semble impossible, mais il connaît quelqu'un capable de le faire. Soudain, une alarme retentit. Shion explique que c'est une alerte d'intrusion et que plus de 1000 ennemis approchent. Dehors, le bataillon Hazakura se rassemble. Leur chef, Yama, leur ordonne de rester en formation. Makoto dit à Yama de faire attention, expliquant que les utilisateurs d'Hazakura peuvent devenir violents. Il révèle le vrai plan. Ils ont blessé Tai pour attirer toute la famille et ont maintenant l'intention d'éliminer les frères et sœurs de Matsumi. Les ennemis perçoivent les défenses du manoir, mais sont arrêtés par Goliath qui se transforme en bête massive. Les frères et sœurs rejoignent le combat, bien que Futaba remarque que les ennemis sont inhabituellement résistants. Yama intervient alors, révélant qu'il est bien plus fort que Noeman. Il écrase Goliath contre le manoir et se glisse à l'intérieur, pendant que Kyoichiro hésite à ne pas blesser Goliath. Une voix mystérieuse active le mode hibernation, scellant le manoir avec des murs massifs. Yama s'échappe. Futaba reconnaît la voix et Kyoichiro réalise que seule la bague du chef peut l'arrêter. Il ordonne à Futaba de gérer le bataillon pendant qu'il part après l'ancien propriétaire de la bague. À l'intérieur, Matsumi remarque que le courant est coupé et que l'état de Tai empire. Terrifiée qu'il meure, elle se souvient des mots de sa mère sur le sang du chef ayant un pouvoir spécial. Elle tire son propre sang et l'injecte à Tai, espérant le sauver. Yama entre dans la pièce, Tai se réveille, son corps est léger et les mouvements de Yama semblent lents. Tai riposte et porte des coups, mais Yama avertit que le pouvoir détruit le cerveau de Tai. Matsumi tient Tai, le calmant et l'aidant à se concentrer. Quand Yama attaque de nouveau, Tai bloque et riposte, faisant un trou à travers Yama. Incapable de se régénérer, Yama traite Tai de monstre et meurt. Ailleurs, Kyoichiro confronte l'homme mystérieux, son père. Il réalise que son père a tout planifié, blessant Tai pour que Matsumi soit forcé de lui donner son sang et le rendre plus fort. Le père dit qu'il voulait seulement un mari digne pour sa fille et essaie de partir. Enragé, Kyoichiro attaque, prend sa bague et désactive l'hibernation. À l'intérieur, Tai perd soudainement le contrôle à cause de la surcharge de pouvoir. Nanao explique que c'est un effet secondaire de la summonite. Tai les domine jusqu'à ce que Kyoichiro le retienne et lui donne des écouteurs pour écouter Matsumi chanter. Son chant horrible ramène Tai à la normale. Tai se réveille, disant que le son ressemblait à la fin du monde. Quand Futaba demande pourquoi il a aidé Tai, Kyoichiro dit simplement qu'il en avait envie. Le lendemain matin, Tai se réveille et sent aussitôt que tout son corps lui fait mal. Il se souvient avoir été malmené pendant le combat avec Yama. Il se traîne à la salle de bain, se regarde dans le miroir et remarque que son œil a toujours l'air bizarre, comme s'il n'était pas encore revenu à la normale. Peu après, Nanao vient voir Matsumi avec une recette de récupération qui pourrait aider Tai à guérir plus vite. Mais même Nanao semble incertain, la prévenant que ça pourrait être dangereux à utiliser. Tai entre et dit qu'il a assez dormi, mais la douleur est toujours là. Nanao lui dit de se calmer et de rester plus longtemps à la maison, mais Tai insiste pour aller à l'école. Matsumi dit à Nanao de venir avec eux. Tai hésite car le corps de Nanao peut ne pas avoir l'air normal. Matsumi rappelle à Tai que Nanao peut changer d'apparence et Nanao utilise une drogue spéciale pour retrouver son look d'étudiant normal. En allant à l'école, Nanao explique le vrai problème. Ses pouvoirs sont difficiles à contrôler. C'est pourquoi quand il est à la maison, il préfère rester sous sa forme mutée, ça le stabilise. Il ne prend ce médicament normalisant que lorsqu'il doit être en public, mais pendant qu'il marche, le corps de Nanao recommence à changer comme si le médicament s'estompait trop tôt. T s'inquiète, se demandant si Nanao est sur le point de perdre le contrôle en pleine rue. Plus tard ce jour-là, Tai traîne avec des camarades de classe quand il reçoit un appel de Nanao lui disant de venir tout de suite au labo de biologie. T s'y précipite et trouve Nanao en pleine mutation. Nanao dit à Tai de lui injecter un médicament, Tai le fait et Nanao se calme enfin. Puis une fille nommée Kitasato apparaît soudainement et demande si Nanao est malade. Elle le vérifie de très près, collant son front au sien, puis dit qu'il n'a pas de fièvre, mais Nanao est gêné, son corps chauffe et Kitasato décide aussitôt « Oui, tu es malade » et lui dit qu'il doit aller à l'infirmerie. Après son départ, Nanao explique à Tai qui elle est. C'est la présidente du club de biologie et elle n'est pas fan des humains. Il avertit Tai de ne pas la chercher. Tai demande si Nanao va vraiment bien et Nanao commence à prendre des pilules pour rester stable, mais son corps recommence à déraper quand même. Pour se calmer, Nanao commence à répéter une phrase étrange. Tai demande ce que ça signifie.
Nanao explique que c'est le motif de base de son ADN, le même code partagé par les êtres vivants, et le répéter l'aide à se sentir normal, à sa place dans le monde, au lieu de se sentir comme un bug. Mais Nanao admet alors quelque chose d'effrayant. Le chant ne fonctionne plus comme avant. Il pense avoir atteint un point où son corps pourrait ne plus jamais se stabiliser. C'est pourquoi il commence à envisager d'injecter un vaccin permanent, quelque chose qui arrêterait les transformations instables pour toujours. Le problème, c'est que s'il l'utilise, il ne pourra plus changer de forme et pourrait ne plus jamais vivre une vie scolaire normale. Tai coupe court immédiatement. Il rappelle à Nanao qu'il a des amis et une vie ici et qu'il ne devrait pas tout gâcher. T promet de l'aider à garder une vie normale sans renoncer à qui il est. Même avec cette promesse, les problèmes continuent. En classe, Nanao se transforme soudainement de nouveau et Tai utilise rapidement une fléchette pour le stabiliser. Nanao le remercie, soulagé. Pendant ce temps, Kitasato retourne au labo de biologie pour nourrir les animaux, mais son serpent mange accidentellement une des drogues que Nanao a laissé tomber plus tôt. Le serpent mute et tout commence à mal tourner. À peu près au même moment, on passe à Futaba qui parle avec Rin de l'attaque récente. Rin se demande quand Tanpopo va enfin arrêter de cibler Matsumi. Rin propose d'aider Futaba si les choses empirent. Puis Shinzo apparaît avec la nourriture préparée par Matsumi. De retour à l'école, Nanao remercie encore Tai de l'avoir couvert, puis ils entendent des cris. Ils courent vers le labo et réalisent que les animaux se sont échappés partout. Nanao trouve Kitasato par terre et vérifie son pouls. Elle est vivante. Il remarque quelque chose d'étrange, comme une écaille bizarre, et réalise instantanément la vérité. Son serpent a muté parce qu'il a avalé sa drogue. Nanao s'en veut. Kitasato se réveille, panique pour son serpent et s'enfuit pour le trouver. Tai dit à Nanao de la poursuivre car ce bazar a commencé à cause de ses affaires, et il est le seul à comprendre. Nanao et Kitasato fouillent le campus. Nanao mentionne que l'environnement ici aggrave les effets de la mutation, comme s'il encourageait la créature à devenir sauvage. Le serpent attaque soudainement. Nanao protège Kitasato et réalise que le serpent ne semble pas méchant, plutôt confus et hors de contrôle. Kitasato glisse et manque de se faire frapper de nouveau. Nanao décide finalement d'y mettre fin le plus vite possible. Il s'approche directement du serpent et le laisse le mordre exprès. Son bras mute et il explique que ces cellules mutées peuvent neutraliser la drogue à l'intérieur du serpent. Ça marche, le serpent redevient normal, mais juste après, Nanao disparaît de la vue de Kitasato car il s'effondre. T arrive portant Nanao et il se dirige vers le toit où l'état de Nanao recommence à s'aggraver. Nanao panique et dit que c'est fini maintenant. Parce que Kitasato l'a vu se transformer, il essaie de nouveau d'atteindre le vaccin permanent. T essaie de le calmer, mais Nanao repousse Tai, disant qu'il ne peut plus contrôler sa force. Il est sur le point de s'injecter, mais Tai l'arrête in extremis et lui dit d'utiliser le chant. Nanao recommence à répéter la ligne d'ADN et reprend lentement le contrôle. Tai lui dit cash, je ne te quitte pas, je serai toujours là. Puis Kitasato apparaît et révèle qu'elle a tout entendu. Au lieu de réagir comme Tai le craint, elle réagit comme une scientifique choquée et émerveillée. Elle décide en gros que la transformation de Nanao est une métamorphose et en forme sa propre interprétation. Elle voit Tai près de Nano et Tai stresse car les liens familiaux, ça doit rester secret. Mais Kitasato capte rien et pense que Tai veut juste rejoindre le club de bio. Elle l'accueille, lui dit de remplir les papiers et demande à Nanayo de rester. Elle a besoin de lui. Nanayo est ravie. Après les cours, Tai et Nanao rentrent au manoir et trouvent un truc dingue, tout le monde est KO. Ils sont choqués. Matsumi arrive, Rin toujours debout. Tai demande ce qui s'est passé. Matsumi avoue avoir testé la recette de Nanala pour Tai, mais les autres ont goûté et se sont évanouis. Elle dit que c'est un effet secondaire, ils se réveilleront en pleine forme. Il se demande pourquoi Rin va bien. Matsumi répond que Rin ne se fatigue jamais. Elle propose même à Tai et Nanao de goûter, on connaît la fin. Alors Nanao prépare direct un antidote. Peu après, Tai s'entraîne avec Shinzo. Ils s'affrontent, Tai perd l'équilibre, Shinzo le finit vite. Shinzo explique que le combat à l'épée, c'est l'équilibre. L'invocation améliore yeux et mains, mais le vrai plus, c'est déguiser ses sens. Shinzo submerge Tai à une vitesse folle. Il le prévient qu'il n'est pas encore adapté à son nouveau pouvoir, donc il ne doit pas trop s'y fier. Kyoichiro arrive et dit à Tai que le pouvoir devient force quand tu l'utilises pour une raison. Shinzo donne à Tai un entraînement brutal que Tai trouve beaucoup trop dur. Puis Kyoichiro annonce qu'il part en mission à l'étranger.
C'est là que Matsumi arrive, excitée, et révèle avoir gagné des billets pour les sources chaudes de l'enfer éternel. Au manoir, elle explique que c'est une station pour gens de l'ombre. La famille réalise que Kiyoichiro est déprimé, il est le seul à ne pas pouvoir y aller. Il menace de planter sa mission, mais Futaba le gifle et lui dit de faire son boulot. Kiyoichiro pique une crise, il doit protéger Matsumi des pervers. Mais Matsumi promet de passer du temps avec lui la prochaine fois. Kiyoichiro accepte d'accélérer sa mission, mais avant de partir, il prévient Tai. Si Tai se baigne avec Matsumi, il le tue. La famille part aux sources chaudes. Shion dit connaître un raccourci. Shinzo panique quand la voiture plonge dans un lac, mais Shion la transforme en sous-marin tranquille. Elle explique que la station n'est pas accessible normalement. Ils traversent une grotte et arrivent. Tai remarque direct que l'endroit était rempli de gens louches. Futaba lui dit de ne pas s'inquiéter, se battre est interdit dans la station. Un homme les reconnaît et cherche les embrouilles. Shinzo se souvient que Kyoichiro l'a tabassé en mission, le gars est toujours en colère. Il essaie de se battre, mais l'hôtesse Emma l'arrête et lui rappelle les règles. L'homme recule. Futaba reconnaît Emma et explique que Kyoichiro n'a pas pu venir à cause de sa mission. Elle présente Tai comme le mari de Matsumi. Emma les emmène à leur chambre. Shinzo et Kengo se précipitent. Nano explique que se battre pour la meilleure place à la fenêtre est une tradition familiale. Nano demande la place à Shinzo qui ne résiste pas et lui cède. Kengo traite Shinzo de loser. Tai mentionne que son petit frère adorait aussi la fenêtre. Soudain, les gars s'émeuvent et disent à Tai de prendre la place. Plus tard, Futaba demande à Matsumi si elle va enfin dire ce truc important à Tai. Matsumi réalise que Futaba a déjà compris. Elle dit que c'est le bon moment et que Tai l'acceptera. Au banquet, tout le monde mange, puis le même homme en colère les accuse d'avoir ruiné son organisation et vide sa bière sur Futaba. Futaba se met à rire comme si c'était délicieux, puis balance le gars. Les frères et sœurs réalisent « Elle est bourrée de chez bourré ». Tai attrape Matsumi et s'échappe pendant que les autres tentent d'arrêter Futaba. Tai emmène Matsumi dans sa chambre où elle lui dit qu'ils ont un bain privé et l'invite. Pendant ce temps, Emma escorte Kyoichiro dans la salle de banquet. Il arrive quand même, disant avoir fini sa mission pour protéger Matsumi. Mais quand ils arrivent, toute la salle est en plein chaos. Tout le monde se bat et les frères et sœurs sont choqués de le voir. Dans le bain privé, Matsumi rappelle à Tai qu'ils sont déjà mariés, pas besoin d'être timide. Elle mentionne qu'elle se baignait avec ses frères enfants. Ils entendent le bruit dehors et réalisent que Futaba sème toujours le chaos. Tai dit qu'il profite juste, mais Matsumi doit lui dire quelque chose de sérieux. Elle se lève et Tai remarque une cicatrice sur sa poitrine. Matsumi révèle que Tanpopo l'a kidnappé et a failli lui retirer le cœur plein de summonite. Tanpopo voulait l'utiliser pour créer des milliers de super-humains. Elle explique que le processus causerait de la souffrance, les corps devant être affaiblis avant de s'adapter à son sang. Ça explique aussi pourquoi Tai a eu des pouvoirs sans effet secondaire majeur grâce à son sang à ce moment-là. Mutsumi admet qu'elle n'avait pas le choix, elle a donné son sang à Tai pour le sauver. Elle pense aussi que son père a tout manigancé, il voulait que Tai ait le pouvoir familial. Elle se souvient qu'il avait promis de sauver sa mère, mais il agit bizarrement, elle ne le comprend plus. Tai dit qu'il devrait le rencontrer un jour pour mieux le comprendre. Avant qu'il ne puisse parler, Shinzo s'écrase dans la piscine et leur hurle de fuir. Kyoichiro débarque en furie, menaçant Tai à nouveau. Futaba saute et sauve Tai, disant qu'elle décuve enfin. Kyoichiro la défie en bataille d'oreiller comme un match à mort. Puis toute la famille encercle Kyoichiro et lui tombe dessus. Shion sort une minigun qui tire des oreillers et arrose la pièce. Kyoichiro tranche les oreillers comme de vraies armes. Kengo se déguise en Mutsumi, ce qui distrait Kyoichiro un instant. Cette ouverture suffit, tout le monde lui tombe dessus à coups d'oreiller. Le lendemain, ils célèbrent comme s'ils avaient gagné une guerre, convaincus que cette victoire sera gravée à jamais. Et c'est là que cette vidéo se termine. Likez cette vidéo et la prochaine partie et regardez cette vidéo en attendant la suite.